Si vous me regardez maintenant à travers votre téléphone portable, il est fort probable que ce portable est fabriqué au Vietnam, le pays qui fabrique presque 10% des portables mondiaux. Même vos vêtements sont probablement fabriqués là-bas. En fait, ce pays est le deuxième exportateur de prêt-à-porter au monde. Ces informations sont probablement nouvelles ou étonnantes pour vous. Mais ce qui est plus étonnant est que ce pays était récemment l'un des pays les plus pauvres au monde. Et malgré ça, il a pu fonder une grande industrie qui a pu concurrencer la Chine et même la dépasser dans quelques secteurs. Bien sûr, la plupart des gens, quand ils entendent la Chine et le Vietnam, se rappellent de la guerre contre les Américains aux années 60 et 70. La guerre qui a massacré l'économie de ce pays. Mais après la défaite américaine et son retrait, beaucoup de choses se sont produites dans ce pays. Quelle est donc l'histoire du Vietnam et comment a-t-il pu fonder une des plus fortes économies du monde? Qu'est-ce qu'elle a pu faire et que les autres n'ont pas pu faire? Pourquoi les grandes multinationales se précipitent vers ce pays? Pourquoi y a-t-il des sociétés qui quittent la Chine pour s'installer au Vietnam? Donc ces questions et d'autres seront abordées dans la vidéo d'aujourd'hui. Il y a presque 47 ans, et exactement le 30 avril 1975, les derniers militaires et diplomates américains ont été retirés du sud du Vietnam dans le cadre de l'opération intitulée Operation Frequent Wind, ou Opération Vent Fréquent en français. Et donc c'était la fin de l'existence américaine sur le territoire vietnamien après une guerre qui a duré plus qu'une dizaine d'années et qui s'est achevée par la fameuse défaite américaine comme vous savez. À titre d'information, le Vietnam au cours de cette guerre était divisé en Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Les États-Unis et ses alliés étaient du côté du Vietnam du Sud et la Chine et l'URSS étaient du côté du Vietnam du Nord. Et chaque partie supportait son camp par armes et argent. L'essentiel, c'est que le jour du retrait des Américains, l'armée nord a capturé le palais de l'indépendance à Saigon, l'ancienne capitale du sud du Vietnam. Cette scène a été racontée en détail par le journaliste A.J. Langutz dans son livre Our Vietnam, The War, 1954-1975, ou Notre Vietnam, la guerre, 1964-1975. Langutz a mentionné que les forces du Nord, après leur entrée au palais avec leurs chars, sont montées au premier étage où il y avait le président du Sud-Vietnam, Duong Van Minh, qui les attendait dans son bureau. Le plus gradé dans ses forces était le colonel Bui Tin. C'est pourquoi il était le mieux placé pour les représenter. Donc Duong Van Minh, dès qu'il a vu Bui Tin, il lui a dit « Je vous attendais pour vous passer le pouvoir ». À ce moment-là, le colonel lui a répondu avec une réponse qui a enregistré son nom dans l'histoire. Il lui a dit « Vous avez perdu et vous ne pouvez pas me passer quelque chose que vous n'avez pas ». Et il a continué. Nous sommes tous des Vietnamiens, donc il n'y a ni gagnant ni perdant. Le vrai perdant est l'État américain. Et si vous aimez vraiment votre patrie, vous êtes censé être heureux, car la guerre sur notre pays est terminée. Donc le résumé de tout ça est que le Nord a gagné, les Américains sont partis et que le Vietnam est sorti épuisé de la guerre. Littéralement, tout a été détruit. Par exemple, plus de 4000 ponts et 80 000 km de routes ont été bombardés. Au nord du Vietnam, il y avait 6 villes industrielles. L'armée américaine les a anéanties entre 1965 et 1972. Et ceci bien sûr en plus des dégâts humains qui ont atteint 2 millions civils et 1,3 million militaires. Et les survivants vivaient dans la pauvreté. Plus que 70% des Vietnamiens à l'époque vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Et ce qui a aggravé la situation, c'est que l'Amérique a imposé un embargo la même année de son retrait. Donc le pays qui a été détruit par la guerre n'était autorisé ni d'importer ni d'exporter à l'Amérique et à ses alliés. Et les conditions se sont aggravées davantage après l'occupation du Cambodge par le Vietnam en 1987, car un embargo international a été imposé sur le Vietnam à cause de cet acte. L'essentiel, c'est que le Vietnam avait deux défis après cette guerre. Le premier était social qui consistait à réconcilier les deux peuples, le Nord et le Sud, entre lesquels il y avait de la haine, du doute et du manque de confiance. Et le deuxième était économique. Puisque l'armée du Nord qui a gagné la guerre était alliée de l'URSS et de la Chine, c'était normal d'adopter le régime communiste. Le Vietnam avant avait le régime Planned Economy ou l'économie planifiée. Et selon ce régime, le gouvernement détermine les produits à produire, leur quantité, leur prix, etc. Bref, le gouvernement avait la main sur tout. 10 ans après la guerre, le parti au pouvoir dirigeait le pays de la même façon.
Et donc l'économie s'est détériorée, car 80% de ses ressources étaient de l'agriculture. Et le taux d'inflation a dépassé les 700%, chose qui a poussé le pays à mettre en place une réforme économique. En 1986, le Parti communiste a présenté un plan de réforme révolutionnaire intitulé Doemwe. Ce plan a mené le pays vers ce qu'on appelle l'économie du marché. Selon ce plan, le gouvernement a ouvert les portes devant les investisseurs, a levé sa main sur l'économie et a encouragé le secteur privé en lui fournissant toutes les facilités dont il aurait besoin. Ce plan, malgré son ambition, n'aurait pas d'influence si le Vietnam ne pouvait pas entrer en partenariat avec les États-Unis et ses alliés. Et en 1989, Vietnam a retiré ses forces du Cambodge, chose qui a amélioré les relations avec l'Amérique, et en 1994, le président des États-Unis Bill Clinton a levé l'embargo sur le Vietnam. La réconciliation avec les États-Unis a ouvert la porte devant le Vietnam pour accéder au marché international. C'est dire que juste une année après le lever de l'embargo en 1995, le Vietnam a rejoint la zone du libre-échange de la ZIN, qui est un conglomérat commercial qui permet aux pays membres de rejoindre la Ligue des pays de l'Asie du Sud-Est. En 2000, le Vietnam est entré au libre-échange avec l'Amérique. Et en 2007, elle a rejoint l'Organisation du commerce international. Le Vietnam fait partie aujourd'hui de ces accords commerciaux, y compris des accords bilatéraux et multilatéraux. Ces accords commerciaux ont beaucoup aidé le Vietnam pour ouvrir son économie sur le monde, en attirant des nouveaux investisseurs. Et ce car il a facilité les procédures administratives d'un côté et d'un autre il a présenté des avantages fiscaux aux investisseurs. Tous ces efforts étaient vraiment à saluer. Mais pour bien attirer les investisseurs étrangers, il faut se disposer de deux choses importantes. D'abord, une solide infrastructure, ensuite des ressources humaines qualifiées. Donc le Vietnam a commencé par la qualification de l'infrastructure comme l'eau potable et les égouts. Et ceci semble très logique car quelle industrie pourrait avoir lieu alors que les gens n'ont pas d'eau à boire et vont à sel en plein air? En 2004, les Vietnamiens ont contracté un crédit auprès de la Banque mondiale pour construire l'infrastructure sociale de 200 zones à bas revenus. Donc on a construit des stations d'eau, des égouts, des dispensaires, des écoles, des stations électriques, en plus de renouvellement de plus de 580 km de route. Cet acte a servi plus de 7,5 millions de Vietnamiens. Et en 2009, l'électricité a couvert plus que 96% du territoire du pays. Et en parallèle, le Vietnam a investi des sommes importantes dans la construction des ports et des aéroports. Actuellement, le Vietnam dispose de plus de 320 ports maritimes et de 22 aéroports. Et pourtant, le Vietnam ne dispose pas d'une infrastructure idéale. Le rapport de la compétitivité du Forum économique mondial de 2019 a classé le pays au 77e rang en matière de la qualité de l'infrastructure. Laissons de côté l'infrastructure et parlons du capital humain. D'abord, quant au nombre, le Vietnam compte 97 millions de personnes. Leur âge moyen est 32,5 par rapport à la Chine qui a une moyenne d'âge de 38,5. Le nombre de Vietnamiens actifs dépasse 56 millions de personnes. Ça concerne seulement le nombre, mais le nombre, comme vous savez, ne suffit pas. En fait, pour préparer le pays à être industriel, il faut avoir des compétences humaines et une main-d'œuvre qualifiée. C'est pourquoi il faut s'intéresser à l'enseignement. En 2020, 14,4% des dépenses de l'État ont été réservées à l'enseignement. Il s'agit de 14,2 milliards de dollars. Ces immenses dépenses ou plutôt investissements sont apparus comme résultat au programme international pour le suivi des acquis des élèves intitulé PISA, qui vise à tester les compétences des élèves de 15 ans en lecture, sciences et mathématiques. Le Vietnam a été classé au 8e rang parmi 72 pays. Donc les élèves vietnamiens ont surpassé leurs homologues américains, allemands, anglais, suisses et d'autres. Ceci dit que le Vietnam dispose aujourd'hui d'un enseignement à la hauteur qui est au service de son économie. En plus de la disponibilité et de l'expérience de la main-d'œuvre au Vietnam, on trouve qu'elle n'est pas chère. En fait, le salaire mensuel d'un ouvrier au Vietnam est entre 107 et 156 dollars. Et ce salaire est moins cher par rapport à la Chine où le salaire varie entre 193 et 333 dollars américains. En résumé, les Vietnamiens donnent aux investisseurs une infrastructure, une main-d'œuvre qualifiée, des zones de production, des établissements de recherche et développement, des avantages fiscaux, un levier de barrières douanières et des accords commerciaux.
Tout ça a été bien exploité par le Vietnam pour attirer les investisseurs étrangers pour qu'ils investissent au secteur industriel, et en particulier aux industries à forte intensité de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le Vietnam compte plus de 10 000 entreprises étrangères qui opèrent au pays, comme Samsung, Intel, LG, Foxconn, Adidas, Nike, Puma, Sony, Toyota, Honda et d'autres. Et ces sociétés ont renforcé leur existence ces dernières années au Vietnam à cause de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Cette guerre a permis à beaucoup de multinationales de considérer que le Vietnam est la meilleure alternative de la Chine. Par exemple, en novembre 2020, la société taïwanaise spécialisée dans la fabrication des produits électroniques, Foxconn qui fabrique les produits d'Apple, a commencé à envisager de transférer une partie de son travail de la Chine au Vietnam qui concerne l'iPad et le MacBook. Et après 2 mois, c'est dire en janvier 2021, la société a eu l'autorisation de construire une usine avec un budget de 270 millions de dollars. Donc Apple cherche à être à côté de Samsung, car si vous ne savez pas, Samsung dispose déjà de 6 usines au Vietnam et construit actuellement un grand centre de recherche et développement là-bas qui recruterait plus de 3000 ingénieurs. Quant à la société Nike des chaussures, elle a 200 usines au Vietnam. Et Adidas en a 76. Imaginez que seul le secteur d'exportation des chaussures a atteint un chiffre d'affaires de 17,6 milliards de dollars en 2021. Chose qui permet au Vietnam d'être le 2e exportateur des chaussures au monde après la Chine. La même année, le Vietnam a exporté des smartphones et ses composantes avec un chiffre d'affaires qui dépasse 57,5 milliards de dollars. En résumé, le Vietnam a exporté en 2021 plus de 336 milliards de dollars. Et le PIB du pays était de 290 milliards de dollars la même année. Le succès réalisé en industrie a aidé le pays à réduire le taux de pauvreté pendant ces 30 dernières années de 70% à 11% en 2018. Le citoyen qui avait un revenu annuel de 100 dollars en 1986 aujourd'hui a un revenu de plus de 2500 dollars. Bien sûr, l'expérience du Vietnam n'est pas exemplaire. Elle a ses problèmes, mais elle reste une expérience qui peut servir du modèle pour tous les pays se développer, car elle reste un modèle facile à imiter en comparaison avec les expériences des pays comme la Chine et l'Inde, qui ont des circonstances différentes par rapport aux autres pays se développer. Et ça nous mène à la question de l'épisode. À votre avis, quel est le pays tiers-mondiste qui peut refaire le modèle du Vietnam en industrie? Je lirai tous vos commentaires. Et enfin, si vous avez aimé notre contenu, abonnez-vous et attendez-nous pour une prochaine vidéo. Just